Henri Bernstein, fondateur en 1985 de la compagnie de théâtre Nelson Dumont, directeur artistique de la Manufacture des Sons, projet d'éducation artistique et de sensibilisation au théâtre, et auteur aux éditions théâtrales notamment, était samedi 1er février 2025 à la librairie Ombre Blanche. Il y présentait son nouveau texte, Sortie de rail, publié par les éditions La Joie de lire, en présence de son éditrice, la poétesse et romancière Francine Boucher. On va donc commencer ce petit entretien autour du livre de Henri. Merci à toutes et tous d'être venus pour partager ce moment avec lui, avec nous. Voilà, merci à notre librairie préférée de nous avoir proposé ce moment de rencontre. Voilà. Et donc pour parler cet après-midi, deux personnes très éminentes. Francine Boucher. Francine Boucher, tu es l'éditrice de La Joie de lire, donc c'est toi qui as édité Sortie de rail, le livre de Henri. C'est une librairie, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est à Genève, que je ne me plante pas cette fois-ci, c'est bel et bien à Genève et non pas à Lausanne. Tu as repris la librairie qui s'appelait La Joie de lire en 81 et en 1987, tu en as fait une maison d'édition très connue en France. Tous les rayons jeunesse de France et de Navarre ont les livres de La Joie de lire, heureusement. Mais tu es aussi poète et romancière. Donc j'ai juste pris 2 de tes livres publiés par tes soins, par les soins d'autres maisons d'édition, donc Traverse aux éditions Labor et Fides, qui sont des poèmes. Et j'en ai pris que 2, mais il y en a d'autres. Lieu d'être, publié par Ad-Solem Éditions. Et tu as publié aussi, comme Henri, ton premier roman cette année. Mais je ne l'ai pas. C'est pas ton premier. Encore publié. Mon premier roman, il est écrit. Ah, il n'est pas publié. Mais je ne sais pas encore où il va atterrir. Et c'est intéressant comme expérience parce que je me trouve confrontée dans la situation inverse. D'habitude, c'est les gens qui m'envoient des choses. Et je me rends compte que c'est assez douloureux dans l'autre sens. Parce qu'effectivement, voilà, c'est une expérience. Mais je ne pensais pas être venue pour ça. Je pensais être venue pour le livre. Oui, mais bien sûr. Et tu es venue parce que tu es l'éditrice du livre de Henri. Mais je me suis dit que tu pourrais éclairer notre conversation, soit du point de vue de l'éditrice, soit du point de vue de la poète, soit du point de vue de la romancière. Tu feras comme tu voudras. Tu nous éclaireras de toute façon. Donc, merci Francine. Henri, alors, je t'ai demandé une biographie et j'ai été servie parce que tu as fait plein de choses. Et donc, je vais certainement en oublier. Les gens qui sont là te connaissent sans doute pour certains bien mieux que moi et ils vont dire « mais il y a aussi ça, sans doute ». Donc, tu as fait des études d'ingénieur et puis tu es parti aussi sur des études musicales et théâtrales. Tu nous diras si tu veux, si c'est intéressant. Si tu n'as pas envie, tu ne dis pas. En 1985, à Toulouse, tu crées la compagnie Nelson Dumont, et avec laquelle tu montes et tu mets en scène une quinzaine de spectacles. Tu es aussi, jusqu'en 1990, formateur au Centre de formation des musiciens à Toulouse-Mirail. Tu enseignes l'art dramatique au Conservatoire de Toulouse jusqu'en 1997. Et de 2002 à 2017, tu es directeur artistique de la Manufacture des Sons, qui est un projet d'éducation artistique et de sensibilisation au théâtre musical. Alors, ces dates sont juste là pour donner des indications. Évidemment, nos vies ne se découpent pas en tranches de saucisson, et la tienne sûrement pas. Mais c'est pour donner un peu des repères. Voilà. Et en 2010, avec la compagnie Faire tomber les murs, tout un programme, tu mènes un projet avec les habitants du Mirail dans l'écriture et les représentations de spectacles. Ça s'appelle un peu « Donner la parole sans voix ». En 2010, on publie ton premier texte de théâtre qui s'appelle « Mersa Salam, Alam », que je dois avoir par là. Je pense que c'est celui-là, aux éditions théâtrales.
En 2011, Frères et sœurs, je ne sais pas si on l'a. Apparemment pas. Si, on l'a aussi, Frères et sœurs. Moi, Arcan, c'est en 2015. Je ne sais pas où il est. Et je m'appelle Aimée. Aimée, E au féminin, c'est en 2017. Et Prince le Petit en 2018. Tu as eu plein de prix pour ces livres. Nombre d'entre eux ont été montés ici même à Toulouse par des jeunes compagnies. Et puis voilà qu'en septembre 2024, Francine publie dans sa maison ton premier roman, Sortie de Rail. Voilà. C'est de celui-là qu'on va un peu plus parler cet après-midi. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, que j'aurais oubliées, qui auraient une importance voilà. Si, moi je vais faire une incise pour mon amie Francine. Les livres que j'ai là, peut-être ne sont pas sur la table devant où se trouvent les autres livres de Henri, mais vous pouvez tout à fait les commander à votre libraire ou les demander dans vos bibliothèques. Et je vous le recommande très fermement, ces poèmes sont magnifiques. Voilà, parenthèse. Merci. Alors, avant de démarrer véritablement la discussion autour de Sortie de Rail, j'avais, moi, une question que tout le monde se pose, évidemment. Le théâtre, l'écriture théâtrale, c'est une grande partie de ta vie, enfin, grande dans le temps et grande dans le cœur. Je pense que tu y as mis beaucoup de toi-même, avec beaucoup de succès, je l'ai dit. Et là, tu te ramènes avec un roman. Pourquoi ? Comment c'est venu cette idée de ne plus écrire uniquement du théâtre, mais de passer au roman ? Là, je vais faire plaisir à mon ami qui était dans la salle, Yves Gilbert, qui est le fidèle compagnon de la compagnie Nelson Dumont. Avec Yves, nous avons développé un projet métropolitain à une époque qui s'appelle d'ailleurs toujours la Manufacture des Sons. Et nous avions un manque cruel de textes dans lesquels il y avait beaucoup de personnages. Dans les pièces de théâtre, à part dans les grands classiques, souvent il y a peu de personnages. Et nous avions des ateliers donc, avec des jeunes, des moins jeunes, et nous avions besoin de textes avec beaucoup de personnages. Donc un jour, je viens voir Yves et je lui dis, écoute, je vais essayer. Alors j'avais déjà des pièces publiées, mais je me suis dit, je vais essayer d'écrire pour beaucoup de personnages, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc j'essaye. Et tout à l'heure, on discutait avec la personne dont je ne connais pas le nom qui s'occupe de la librairie jeunesse à Ambre-Blanche, et elle me posait la question de comment, en définitive, c'était inscrit ce texte, un peu la même question, mais différemment, dans le sens où ça a commencé par quelque chose qui apparaît dans le livre, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce qui était la majorité d'entre vous, c'est-à-dire les questions de la mémoire. La question de la mémoire, parce que c'est une question qui me trouble énormément, parce que c'est une question qui habite les lieux du corps, qui questionne l'histoire de chacun d'entre nous. Et donc, très vite est apparu un personnage qui était le grand-père. Ce garçon qui avait, pour se protéger en définitive de parents très rudes, s'inventait des mots, s'inventait des façons de parler. Donc ça, en définitive, c'est le personnage central, hein, Charlie. Donc Charlie s'invente une forme de langage pour se protéger en définitive de l'adversité de la vie. Donc face à ce Charlie, il y a très vite un grand-père. Pourquoi un grand-père ? Parce que c'est peut-être le grand-père qui m'a manqué, ou que je n'ai pas eu en tout cas. Et qui est un grand-père bienveillant, un grand-père qui est très proche, qui très vite témoigne à son petit-fils beaucoup d'attention. Et cette attention, évidemment, comme toujours dans les relations, quand on donne beaucoup, on peut recevoir beaucoup aussi. Et donc ce Charlie, très vite, admire son grand-père et reçoit de son grand-père ce qu'on qualifie tout simplement de transmission, sa transmission. Et cette transmission, c'est une transmission d'un cheminot. Cet homme est cheminot et c'est aussi un résistant.
Alors, pourquoi résistant? Pourquoi cheminot? Bon, les gens qui connaissent l'histoire du rail en France savent à quel point les cheminots ont joué un rôle extrêmement important dans la lutte contre le nazisme, entre les envahisseurs nazis, pourrait-on dire. Mais, et résistant, pourquoi? Parce que c'est aussi mon histoire familiale. J'ai une mère qui a été une grande résistante pendant la guerre, et c'était important pour moi de parler de cette résistance, non pas uniquement par rapport à la guerre, mais par rapport à la vie. Face à l'adversité, comment résiste-t-on? Est-ce qu'on résiste en se souvenant? Est-ce qu'on résiste en oubliant? Comment on fait pour résister? Donc, bon, en tout état de cause, Charlie, lui, résiste avec son langage. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert familialement. Donc j'ai inventé la bête. Alors c'est Betty la bête. Alors la bête aussi parce qu'en fait elle part très vite à 16 ans faire du rodéo aux États-Unis après un stage qu'elle fait, enfin une espèce de. Ah, donc elle fait du rodéo avec son mari qui est une espèce de sombre cow-boy comme on les imagine aux États-Unis. Et puis bon, tout ça constitue une famille et cette famille se développe et puis surtout arrive pour moi fondamentalement le compagnon, Sylvain, qui est le grand copain. C'est le copain pour la vie, c'est celui qu'on attend, c'est le confident, c'est vraiment une sorte d'idéal de copain. Et donc avec ce copain, j'en parlais tout à l'heure avec cette personne que je citais, moi j'ai pas construit des trains électriques, par contre je construisais des maquettes en balsa, des maquettes d'avions. Ils n'ont jamais marché, ils faisaient un tour, ils se cassaient la figure, mais bon, peu importe, j'en faisais une activité importante. Et je faisais des avions. Et tout à coup, cette idée du rapprochement entre deux copains, deux garçons, autour de la fabrication de trains miniatures, trains électriques miniatures, ça me paraissait être une chose, une porte ouverte vers un imaginaire, voilà, que j'ai développé par la suite. Donc voilà, il y a le papa, la maman, les grands-parents... et puis Charlie et son copain. Ça commence mal parce qu'il ne répond pas à ma question, je vous signale, mais il me pique toutes les questions que j'ai derrière. Hein, bon. Donc ça commence pas bien. Henri, là... Bon. Ça va être difficile. Pourquoi c'est un roman? C'est ça? Alors, non, alors, si la question est pourquoi c'est un roman, parce que ce que j'avais écrit ressemblait au roman sans être un roman. Donc moi, là, il y a quelqu'un de, pour moi, précieux dans le regard porté sur ce que je fais, sur ce que j'écris, sur des pièces de théâtre que j'ai pu monter, c'est Laurie, donc ma compagne, qui m'a dit, écoute, c'est un roman. Tu as écrit un roman. Bon, sauf que c'était une pièce de théâtre, donc ce n'était pas un roman. Et là, il y a toute une machine intellectuelle qui se met en route, parce que écrire le mode sur lequel on écrit un roman n'est pas du tout le mode sur lequel on écrit une pièce de théâtre. Donc il a fallu apprendre, il a fallu s'exercer, il a fallu répéter, il a fallu entreprendre cette chose-là qui a été longue, la maturation a été longue. Le Covid-19 m'a beaucoup aidé dans le sens où, comme je n'avais pas la possibilité de sortir, ou très peu, je me suis enfermé chez moi. Et j'ai fini par clore l'écriture de ce roman en 2019-2020. Et c'est à la suite de cela que l'aventure pour le texte a commencé. Parce que c'était pas... Francine, ça n'a pas été une mince aventure non plus, tu t'en doutes. Donc voilà, c'était très enrichissant pour moi de me questionner sur la notion d'écriture. J'avais déjà écrit et publié plus d'une dizaine de pièces, mais je me sentais totalement novice, totalement incompétent par rapport à cette idée de roman, et il a fallu apprendre. Francine, tu veux dire un mot sur comment tu l'as reçu, toi, ce texte? Oui, alors je peux dire pas mal de choses là-dessus, bien sûr, mais c'est surtout un texte pour moi qui concerne un espace de liberté que le héros a un peu malgré lui, et qui est accompagné par ce compagnon, ce Sylvain, qui lui donne beaucoup d'amour à ce garçon. Et c'est un peu grâce à cet amour, l'amour qu'il reçoit aussi de la grand-mère et du grand-père, mais le garçon, là, il est fin, le Sylvain, il dit juste ce qu'il faut au bon moment, il supporte
au fond, ses colères, c'est parce qu'il a quand même un petit problème psychologique, notre Charlie, on est quand même bien d'accord. Je ne vous mettrai pas un mot psychologique là-dessus, mais c'est clair qu'il y a un petit problème de ce genre, une souffrance énorme à cause enfin, j'aime pas trop dire aussi à cause des parents, parce que les parents n'aiment pas beaucoup qu'on dise ça, mais tout de même, voilà, parce que le père enfin, les deux, le père et la mère, sont un peu en dessous de tout, il faut le dire. Ils comprennent rien à l'enfant et ils le mettent dans un état de souffrance extrême. Et heureusement, comme souvent dans la vie, les grands-parents jouent le rôle de substituts parentaux. Donc c'est profondément l'amitié de ces deux personnages qui m'a invité à me dire qu'il avait une place dans notre catalogue. Et aussi par leur fantaisie, tout ce qu'ils font autour des trains. Et puis j'ai beaucoup aimé le passage de l'amour de l'institutrice, qui est un passage un peu obligé dans la vie parfois, d'être amoureux d'un amour impossible, au fond, de cette femme qui le comprend très bien et qui voit très bien aussi sa souffrance. Au fond, c'est un livre sur la souffrance. Et c'est un livre qui montre qu'on peut s'en sortir, au fond. C'est un livre qui a une certaine espérance. C'est difficile quand on est... Enfin, difficile, non, mais c'est évident que quand on est éditeur pour la jeunesse, je suis très sensible à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des livres suicide mode d'emploi. Et donc, il faut qu'on se débrouille pour... Mais ça existe, hein, il y a des éditeurs qui prennent ce risque. Je ne fais pas partie de ceux-là. Parce qu'il faut quand même que... il y a toujours une espérance. Et en plus, la fin est une fin intéressante. C'est une fin ouverte, puisque les deux personnages sont séparés. Il y a la souffrance de la séparation, là. Et on suppose qu'ils vont s'en sortir, et qu'ils vont peut-être se revoir, mais ce n'est pas si évident. Et donc, j'aime assez les fins ouvertes aussi. Voilà, enfin, les principales raisons du oui de l'éditeur, du fiat de l'éditeur. Oui, c'est vrai que c'est un livre très très attachant. Il y a, alors comme tu m'as déjà piqué des questions, je vais essayer de retomber sur mes pattes quand même. Il y a beaucoup de sujets abordés. Moi, c'est ce qui m'a frappé dès le début et puis à la relecture aussi. Donc le besoin d'amour pour vivre, ça vous l'avez dit tous les deux, et cet amour donc Henri met dans les bouches des parents des dialogues invraisemblables. Alors pas invraisemblables, hélas, mais insupportable par contre, voilà. Et donc, vous l'avez dit un peu, ce Charlie qui est privé de l'amour de ses parents, enfin privé. À la fin, on voit bien qu'ils l'aiment, mais ils savent pas, quoi. Ils sont quand même particulièrement ballots, hein, ceux-là. Mais par contre, les grands-parents, l'amour des grands-parents, l'amitié de Sylvain. Alors, Sylvain, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On en parlera tout à l'heure. Je reviendrai sur les personnages tout à l'heure. Voilà. Et il y a aussi, donc, vous l'avez dit tous les deux, la douleur. Alors ça, il y en a un paquet, mais c'est pas doloriste. Voilà. Tu parles de la douleur, mais voilà, on se frappe pas voilà. La mémoire, donc on va en reparler longuement parce que je pense moi que c'est voilà, il y a plein de choses sur la mémoire, plein, puisque ce petit garçon, un de ses problèmes, Francine l'a dit, il a des problèmes psychologiques, voilà. Mais un de ses problèmes, c'est qu'il n'est pas fichu de retenir ses leçons à l'école, mais alors pas du tout, ça est impossible. Par contre, il a appris le Shakespeare par cœur. Alors je regarde la salle et je me dis que nous sommes un certain nombre à savoir ce qu'est le Shakespeare, mais ceux qui ont moins de 60 ans ne doivent pas le savoir. Donc le chèque, c'était l'annuaire général des horaires de chemin de fer en France. Et il le sait par cœur. Donc sa mémoire, elle est pas totalement défaillante. C'est une forme de mémoire. Et bon, il va falloir un travail pour arriver jusque-là. Et il y a aussi la transmission, évidemment. Ça, on va le voir aussi à travers tout le langage du chemin de fer. Donc j'aimerais bien aussi qu'on s'arrête là-dessus. Hein. Le livre s'appelle « Sortie de rail » et les chapitres portent des noms. Voilà, il y aura plus tard le petit déraillement, le grand déraillement. Donc il y a beaucoup de choses autour du chemin de fer et de la transmission. Elle se fait en partie à travers ça. Vous l'avez dit tous les deux à travers l'idée de la résistance. Voilà. Et voilà. Et c'est un
c'est un livre voilà, qui parle de beaucoup de choses à travers une histoire relativement simple, encore que, mais pas très compliquée, quoi. Finalement, ce garçon, Charlie, est pas très bien. Arrive ce Sylvain, dont tu vas nous dire voilà, qui il est. Et puis, à un moment, il perd carrément la mémoire. Il ne sait plus qui il est. D'ailleurs, il change de nom. Alors, est-ce qu'il en change délibérément ou est-ce qu'il a besoin? Enfin, là aussi, il y a des choses que tu peux peut-être nous raconter. Et puis, je vais te donner la parole après avoir dit que sur la mémoire, il y a à la relecture, je ne l'avais pas du tout vu les premières fois, puis là, à la relecture pour préparer notre entretien, je me suis dit que la phrase clé du livre, qui a cette semaine particulièrement des redondances très, très profonde pour nous tous, sans mémoire, le présent se vide. Voilà, comment on se construit avec ou sans mémoire. Est-ce que tu veux prendre un de ces sujets que je t'ai proposé là et le développer, ou est-ce que tu veux qu'on... Oui, cette phrase est à la fois terrible et ne cesse de me questionner, à vrai dire. En venant ici, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Sans mémoire, le présent se vide. Et de quoi se vide-t-il? Se vider, qu'est-ce que ça veut dire, se vider de... Eh bien, se vider, je sais pas... Peut-être qu'il se vide de toutes les constructions antérieures, et de ce fait, il y a une certaine destruction. Oui, alors, j'ai envie de dire que c'est le premier sens, c'est pas l'unique sens. J'ai envie de dire qu'il m'est arrivé de discuter avec une personne qui était hypermnésique, c'est-à-dire qui avait une mémoire très au-dessus de la moyenne. Et cette personne me disait que c'était pour elle un encombrement, un véritable encombrement dans sa tête. Trop de choses encombraient sa tête parce que sa mémoire était... Voilà. Et du coup, sans mémoire, le présent se vide. Si le présent fait de la place par le fait que quelque chose s'en va de la mémoire, c'est peut-être aussi la possibilité d'une ouverture à autre chose. C'est peut-être aussi ce que j'ai l'impression en tant qu'auteur, de ressentir, dans le sens où les rares moments où tout à coup l'écriture semble simple, naturelle, les rares moments où on a l'impression que la cible est atteinte par la flèche, comme l'archer tire une flèche et qu'on sait pertinemment quand on est archer que ça va dans le mille, et on le sait de là où on est, c'est-à-dire qu'on est dans un corps à corps avec le monde ou dans le monde, on est quelque chose fait corps avec, et tout à coup il y a une liberté qui fait que la flèche atteint sa cible sans qu'on ait cherché réellement à la viser, à viser cette cible. J'ai l'impression que quand sans mémoire, il y a quelque chose qui manque, mais ça peut aussi faire la place à quelque chose qui est peut-être tout simplement la fiction que l'on crée en tant qu'auteur. Enfin, je veux me dire ça, peut-être que c'est pas ce que tu ressens, mais... Moi, je ressens peut-être le vide aussi. Le vide, certainement. Le vide est immédiatement un plein. Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans le vide. Oui, mais je suis archer, donc c'est pour ça que je parle de tir à l'arc. Quand on arrive à faire le vide, enfin tous les gens qui ont pratiqué des arts martiaux, le zen, parlent de faire le vide en soi. C'est-à-dire que faire le vide permet de rentrer en contact avec un monde beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, et donc peut-être beaucoup plus créatif. Enfin, peut-être créatif. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas. Mais en tout cas, c'est se faire le vide en soi. Je suis très sensible à cette question parce que c'est vraiment une chose extrêmement importante, cette notion de mémoire et cette question de vide et de et du manque qui peut en découler, mais aussi de la possibilité d'une ouverture. Il y a une productrice de France Culture qui s'appelle Nathalie Azoulay qui a à un moment donné créé une émission qui se nomme l'écriture comme un sport. Et elle fait le parallèle en citant un certain nombre d'écrivains connus, très connus, Emmanuel Carrère, enfin d'autres, de gens qui sont des accros d'un sport, enfin qui sont totalement, pour qui ce sport est absolument indispensable
dans leur pratique et qui mettent en relation la pratique de ce sport, que ce soit du yoga, du tennis, de l'alpinisme, des arts martiaux, avec leur écriture. Et je suis assez réceptif à ce genre de propos, dans la mesure où je ressens très fortement cette situation singulière en tant qu'auteur, où tout à coup un vide se fait, il y a de l'oubli dans ce qu'on vit, il y a de l'oubli d'un certain nombre de choses pour que d'autres choses prennent forme. Peut-être même que l'écriture à ce moment-là prend forme, la littérature prend forme. Bon, ça n'exclut pas le fait que écrire, c'est aussi revenir et mastiquer à nouveau et enfin, reprendre et encore polir les mots et les chercher. Mais il y a un état très singulier dans l'écriture, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu ressens, où tout à coup on lâche prise avec certaines choses pour tout à coup ouvrir à un espace, à un territoire nouveau dans lequel on va explorer. Oui, il me semble que faire le vide, c'est rejoindre l'intérieur et la profondeur de l'être. Et c'est là qu'on puise, alors c'est là peut-être que la mémoire intervient de nouveau, c'est-à-dire qu'on puise dans notre cheptel, en quelque sorte, mémorial, pour arriver à sortir ce que l'on a envie de sortir. Mais tout ça reste extrêmement mystérieux. Et j'aurais presque envie, mais ça va être un peu déplacé dans ce débat, mais ça ne fait rien, de rappeler, Maître Eckhart dit que lorsqu'il y a le vide, le Christ s'y installe. Et j'aime assez cette image de se dire qu'au fond, le vide n'est pas possible. Donc il faut le remplir avec quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on va chercher tout au fond. Mais je ne pensais pas parler de mon processus d'écriture personnelle, mais c'est sûr que ça rejoint très profondément ce qui s'est passé pour moi tout à fait récemment avec l'écriture de ce roman. Et là, où il y a comme une machine, alors je rejoindrais plutôt la locomotive du récit, une machine qui s'est mise en route, mais pas de manière compulsive, c'est-à-dire pas à la manière d'un sport du tout. Au contraire, à la manière d'une tranquillité totale, mais qui est un peu irrépressible et vers laquelle il faut absolument aller. Mais ce que tu dis, tout à fait exact, mais la sensation aussi que les gens qui développent de façon compulsive des pratiques sportives, bon, ça c'est une chose, mais il y a une image qui me vient. Pour apprendre à tirer à l'arc, enfin pour perfectionner sa façon de tirer à l'arc, un de mes maîtres évide la cible. C'est-à-dire qu'on retire le cœur avec les couleurs, le jaune, le rouge, le bleu. Il n'y a plus rien. Il y a la paille sur laquelle on tire. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas le but, c'est le geste. Et là, j'en reviens vraiment à cette notion qui pour moi est le lieu du corps, le corps. C'est-à-dire que tout à coup, qu'est-ce qui est en jeu dans le corps ? Est en jeu dans le corps la perfection d'un mouvement, la pratique d'un geste, la répétition d'un geste. Et tout à coup, ce qui est tout à fait singulier, lorsqu'on on vise pas le cœur de la cible, il n'existe plus. On se rend compte que les flèches, elles sont toutes groupées, elles sont beaucoup plus groupées que quand on cherche à viser, c'est-à-dire à atteindre un but. Et ça, je trouve que c'est une belle image par rapport à la question de la création, c'est-à-dire que souvent, quand on cherche à aller à un but, on le rate. Par contre, quand tout à coup quelque chose se lâche, cet oubli arrive, et on en revient à la question de la mémoire, bien que je sois d'accord aussi avec toi, parce qu'elle revient aussi, elle nourrit aussi c'est la propension à produire du sens. Mais il n'empêche que c'est une belle image pour moi que celle du tir à l'arc, en définitive tout un processus philosophique zen qui n'est pas le christique mais qui est en même temps aussi une philosophie de l'être nous apporte. Donc peut-être je vais m'arrêter là sur la question de ce qui se vide ou de la mémoire, mais
Je trouve qu'il y a un processus là extrêmement complexe. Bon, c'est une question philosophique. Hein, Ça m'intéressait de savoir, si tu me permets de poser une question, de savoir au fond, quand tu as écrit ce petit livre, est-ce que tu as fait un plan ou pas du tout? Alors heureusement, il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Roth, que vous devez connaître, qui un jour m'a révélé quelque chose qui me rassure. Philippe Roth disait, quand j'écris un roman, entre la 50e et la 100e page, je ne sais pas ce que j'écris. Alors ça me fait du bien. Oui, bien sûr. Donc, il n'y avait pas de plan. Non, il n'y avait vraiment pas de plan. Disons que ça se sent d'ailleurs qu'il n'y a pas de plan. Ah. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est pas une... Et c'est pas grave. Non. On va dire que c'est pas grave, comme on dit aux enfants. Non, c'est certainement pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des rebonds. Et ça m'a plu. Parce que et des rebonds auxquels on ne s'attend pas forcément, et qui nous redonnent de l'énergie pour la lecture, en fait, en quelque sorte. J'aime bien l'idée de rebond. En fait, l'idée de rebond, pour moi, c'est l'idée d'accident aussi. Enfin, au sens large, hein, dans la création. Ça, c'est Orson Welles qui disait ça. Il n'y a rien de plus beau dans une création que l'accident. C'est que tout à coup, il advient, et voilà, c'est une porte ouverte. Donc oui, on va passer à une autre question. Non, moi, je n'ai pas fini avec cette question, parce que vous êtes du côté de la création, moi, pas du tout. Je suis juste une lectrice lambda. Et moi, je me disais que pour Charlie, sans mémoire, le présent se vide, c'est en référence à son grand-père. Il a absolument besoin d'entretenir, après la mort du grand-père, puisque le grand-père va mourir, il a absolument besoin de revenir à tout ce qu'il lui a donné, à tout ce que c'est important pour lui de garder tout ça, de le garder dans sa tête, dans son cœur, de continuer. Ils vont ensemble construire ce train des nuages. D'ailleurs, je me souviens que c'était ton premier titre. Hein, voilà. Et je pense que plus prosaïquement que vous... Très intéressante conversation sur la création. Et pour lui, c'est mon grand-père est mort, mais il n'est pas mort. Je l'ai toujours avec moi, quoi. Je pense que dans ce contexte-là, moi, je l'avais très prosaïquement interprété comme ça. Mais c'est très beau. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. C'est important. C'est une question de trace. Et je m'interroge beaucoup sur la question de la transmission. Et en tant qu'éditrice, je tourne un peu en rond avec cette question depuis longtemps, parce que j'ai même envie de faire une collection là-dessus dans différents domaines. Et c'est surtout pour les ados, et c'est compliqué parce que les ados reçoivent peut-être moins l'écrit aujourd'hui, c'est beaucoup le téléphone portable. Des fois, je me dis, mais il faudrait partir uniquement là-dedans. Enfin bref, je m'interroge beaucoup. Et c'est sûr que la trace, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on laisse? Et ce grand-père, sans se poser la question, il a laissé beaucoup. Et on peut espérer qu'il y ait beaucoup de grands-pères et de grands-mères de ce genre, que ce soit une grand-mère toute simple avec ses tartes, mais elle est plus intéressante qu'on imagine. Elle met beaucoup de rouge à lèvres. Et ça m'a plu à la fin, ça, parce qu'on ne l'imagine pas comme ça. Oui, c'est vrai. Oui. Quand elle l'embrasse, puis qu'elle lui met plein de rouge à lèvres sur le front. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça, et on a besoin de ça pour se construire. Donc, c'était plutôt la piste que tu voulais, toi. Non, c'est mon interprétation à moi, dont je témoigne là humblement. Chaque lecteur, chaque lectrice y trouvera. Mais voilà, c'était juste ça, parce que vous étiez partis en train de vous envoler. Là, moi, j'étais larguée. Hein, là. Ouais, non, la transmission, donc j'avais envie de te poser une autre question que je t'ai déjà posée, mais autrement. Dans cette transmission du grand-père, il y a beaucoup de choses, il y a surtout beaucoup d'amour, et il y a tout ce vocabulaire autour du rail. Alors je voudrais bien, si tu veux, que tu nous expliques comment tu as construit autour de ça. Il y a une page entière, je vous épargnerai de vous la lire à voix haute, mais quand vous la lirez, vous, comme ça, vous verrez, il y a toute une page avec des mots du vocabulaire du rail, du chemin de fer, de l'écomotive, de tout ce qu'il faut pour que ça marche.
Bon, la réponse est toute simple, Wikipédia. Non, c'est triste, mais non, c'est de la documentation. Ça fait partie du métier, enfin du métier du principe de travail. Mais pourquoi tu as décidé que ça serait Pourquoi j'ai décidé? Tu l'as pas écrit avec ChatGPT quand même. Non, absolument pas. Non, à l'époque, je sais même, non, en 2019, c'était pas encore, ça n'existait pas encore. Ça avait un problème de chronologie, mais non. Ça, je le rapprocherai, mais je ne sais pas, c'est très instinctif, ma réponse, c'est pas du tout de ce que tu as dit, de l'amour. Il y en a beaucoup, et il y a beaucoup à donner. Il y a beaucoup à donner, donc c'est vrai que ce sont des tas de pièces, ce sont des tas de noms, et puis pour moi, il y a la poésie des noms, tout simplement la poésie des noms, c'est beau. Tout à fait, non mais je suis tout à fait d'accord. C'est très simple. D'autant qu'ils jouent beaucoup avec les mots, ces deux enfants. Voilà. Et donc, ça me fait la transition avec la suite. Donc, Sylvain qui arrive, qui est l'ami qui sera l'ami de toujours. Ça, il le comprend tout de suite, Charlie. Et Sylvain qui est le roi de la soudure. Je ne sais pas quel est le mot que tu emploies. C'est pas le roi de la soudure. Et qui construit, il s'achète des maquettes de locomotives. Et il les monte parce que c'est moins cher d'acheter la maquette à monter que de l'acheter toute faite. Et ils vont autour de ce goût-là, de cet amour-là commun, ils vont tresser leur amitié, une amitié profonde. Et moi, je me suis beaucoup interrogée sur Sylvain, je l'ai déjà un peu esquissé. Je me suis demandé... D'abord, je trouve qu'il est très, très subtil, tu l'as dit, très raisonnable. Il est un peu en surplomb. Il a le mot juste, il a des phrases qui ne sont pas toujours, parfois si, des phrases d'enfant. Et je me suis dit que c'était peut-être un ami imaginaire, que c'était peut-être l'ami rêvé qu'on a tous eu un jour ou l'autre. Et non. Tu y avais pensé ? Non. C'est intéressant, je trouve. Moi aussi, je trouve ça très intéressant, mais je n'ai pas pensé à ça. Bon, alors j'ai tout faux, donc non, voilà. Donc s'il n'est pas imaginaire, on en a parlé tous les deux, donc je vais te griller la politesse vas-y, sur ce coup-là. Mais c'est vrai qu'il fait penser un peu au personnage dans Les ailes du désir, qui est là comme un protecteur, un ami, un frère, un aimant, un amant et un aimant. Les deux, un amant au sens large, hein, bien sûr. Et voilà, donc je voudrais bien que tu nous parles de ce merveilleux Sylvain. Mais écoute, ça me touche énormément ce que tu viens de dire, énormément. Tout à coup, je réalise, parce qu'on en a parlé effectivement pour préparer la rencontre, et puis tout à coup, tu reviens sur ça, et ça me touche pour une raison très simple. Ça fait 30 ou 40 ans que je rêve d'écrire un texte sur le frère que je n'ai pas eu, en définitive, l'ami que je n'ai pas eu. Voilà, il y a une chose rédhibitoire qui dans ma vie, c'est que je suis un fils unique et que c'est une chose qui m'a toujours énormément pesé. Et peut-être tu apportes là peut-être la réponse à cette question de ce Sylvain qui est le frère que je n'ai pas eu. Oui, c'est un personnage merveilleux. Je trouve qu'il est, il a une famille aimante. Contrairement à Charlie. Enfin, Charlie a les grands-parents, on l'a dit et redit, mais des parents pas terribles. Et lui, il a des parents extrêmement présents, subtils, capables de comprendre que là, il n'y a rien à dire. Non, voilà. Et il est toujours, même quand il est désemparé, parce que les oublis, les colères de Charlie, parfois ça le déstabilise. Et malgré ça, il est toujours dans la protection, dans l'amitié, dans une amitié extraordinaire et profonde, quoi. Et ouais, voilà. Bon, donc tu peux pas m'en dire plus, mais tant pis. Alors après, je voulais revenir sur la perte de mémoire de Charlie, la double perte de mémoire, puisque donc il y a le petit déraillement et le grand déraillement. Et le petit déraillement, qui va être un moment bouleversant, c'est un accident de train devant la maison des grands-parents de Charlie, qui habite, vous vous en doutez, près d'une voie de chemin de fer. Et il y a un accident, une camionnette qui s'est coincée sur les rails, et
Le train arrive à s'arrêter juste avant, mais déraille. Voilà, il n'y a pas d'accident mortel, si je puis dire, mais le train déraille. Et ça, Charlie, c'est absolument insupportable pour lui. Le train, je ne dirais pas que c'est son Dieu, parce que ce n'est pas comme ça que tu le dis, mais qu'il y ait un déraillement, ce n'est pas possible. Et du coup, ça fait tout basculer chez lui. Il perd la mémoire complètement. Il oublie. Il dit à Sylvain, je ne sais plus où j'étais. Je reconnaissais même plus mon grand-père. Comment tu as eu envie de mettre en scène cette perte de mémoire avec un accident comme ça autour du train? C'est une question compliquée. Je sais pas vraiment. Alors je l'ai mal posé. Non, mais c'est parce que je l'ai mal posé. C'est parce que je l'ai mal posé. Je rembobine. Il me semble que c'est une question autour de l'identité de Charlie. C'est-à-dire que son identité est tellement liée à l'histoire des trains, de machin, du grand-père, etc., qui est un accident sur un train, ça le bouleverse à tel point qu'il ne veut plus s'appeler Charlie, et ça pose pour lui, donc voilà, le fait que les choses n'aillent pas bien, c'est un problème d'identité. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. C'est cette question de tout à coup d'une perte d'identité et tout à coup, comment faire, comment vivre en ayant en ressentant cette notion de perte d'identité. Donc je crois que là, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour vivre, simplement vivre, continuer à vivre. Donc il s'invente une identité. Il s'appelle plus Charlie, il s'appelle le Kit, et ses parents sont plus les Martin, mais c'est les Carson. Donc c'est Kit Carson. Et là c'est un clin d'œil, évidemment, pour tous ceux qui ont pu lire Kit Carson quand ils étaient petits garçons, ou les petites filles, ils lisaient pas ça, mais Kit Carson, moi j'ai connu, quoi. Donc Kit Carson, je me suis raccroché à ça, d'une certaine façon. Enfin, tout bêtement, je crois que je me suis moi-même raccroché à ça. D'un coup, il devient Kit Carson, donc il voit plus ses parents comme ses parents. Il rentre dans une fable qu'il se construit pour survivre. Et une fable, un imaginaire dans lequel rentre aussi Sylvain. Et là, il y a une création à deux autour du Far West, autour des Indiens Cheyennes. Des Indiens et des voies de chemin de fer. Ils connaissent par cœur les locomotives qui ont fait tel trajet, c'est invraisemblable. Mais c'est l'Ouest américain tout à coup. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que, je crois que les petits garçons, moi le petit garçon que j'étais quand même, les cow-boys, Kit Carson, les trappeurs, il y a tout un truc qui habite notre imaginaire. Donc tout à coup, ça m'a permis d'ouvrir le roman. Alors c'est peut-être un accident, parce que j'ai l'impression qu'en le racontant, c'est un accident que je raconte. Oui, c'est survenu dans ma tête comme un accident de l'intrusion du monde de l'Ouest américain et de la découverte, grâce au train, de cet Ouest américain. Donc c'est toute une épopée, donc c'est toute une... c'est fantastique. Et rentrer dans ce fantastique, c'était tout à coup une porte ouverte pour moi, et je m'y suis copieusement amusé. Oui, complètement. Oui, à tel point qu'il y a un second déraillement qui est la mort du grand-père. Alors, c'est le déraillement XXL, celui-là. Le grand déraillement, d'ailleurs, tu dis, c'est pas le second. Et après ce déraillement, donc Charlie, là, il est au 36e dessous, et c'est un Indien. Alors, là, pour le coup, imaginaire, on en est sûr, mais un Indien qui va venir, non pas le sauver, mais lui dire « Attends, moi j'ai résisté, dans mes tribus là-bas, il a fallu que je résiste. Ton grand-père, il a résisté. Alors toi, tu vas résister à ces idées idiotes que tu as dans la tête, tu vas te bouger, etc. Oui. Et cette scène-là, je trouve qu'elle est assez extraordinaire. Mais alors, qui parle Qui parle Je crois qu'à partir du moment où je suis rentré dans l'écriture, dans ce monde de l'Ouest américain, je me suis vraiment trouvé dans une autre planète, sur une autre planète. Et du coup, ce sont les légendes cheyennes qui ont pris place. C'est toute une tradition d'us et coutumes de ces Indiens, de traditions. C'est tout un monde qui permet à Sylvain d'exister.
Mais quand tout à coup, contrairement à ce premier effondrement qui est lié voilà, à la découverte de ce monde, il y a le deuxième effondrement, enfin le grand déraillement avec la mort du grand-père. Là, c'est vraiment... C'est un retour sur le futur. Enfin, c'est un retour en arrière, un effondrement qui le ramène dans une intériorité. C'est plus du tout quelque chose qui se projette vers l'extérieur. C'est quelque chose où il rentre en lui-même et il retrouve sa cabane. En fait, il s'enfuit littéralement. Alors que c'est le moment de faire démarrer le train des nuages en hommage à son grand-père. Là, tout s'effondre et il s'enfuit pendant 3 jours. Il fuit le monde, la société, ses parents, son copain. Plus personne ne sait où il est, jusqu'à ce que la police le découvre. Mais là, je crois que voilà, il n'y a plus... Et la clé lui est donnée par cette vision. Alors, c'est une vraie vision. Alors là, je pense que c'est une vision. C'est une vision qui tout à coup l'habite, et il voit ce grand chef, ce grand chef avec des plumes, personnage extraordinaire qui arrive à cheval, lentement, voilà, et qui l'interpelle. Ah bah ça, c'est fantastique, quoi. Non, mais... Et du coup, voilà, c'est ce qui lui arrive, c'est ce qui lui arrive. Et ça lui donne la clé. Et on revient, quand tu dis il y a des choses récurrentes, des trucs c'est sur la résistance. On est parti de la résistance fer, que j'ai baptisé la résistance fer, chemin de fer, du grand-père, et on arrive à la résistance des Indiens contre les envahisseurs, les Blancs, quoi, voilà. Donc, ce sont des gens qui ont lutté. Et lui-même s'entend dire, voilà, nous avons combattu, ton grand-père a combattu, maintenant il faut que tu coupes la tête à tes idées idiotes. Mais je lirai ce passage si oui, tu veux. Parce que, Est-ce qu'en fait cette cohérence, elle est venue après coup ? Est-ce que tu as constaté une cohérence quand tu as relu le livre ? C'est ce que je veux dire. Parce que je comprends. C'est une expérience que je fais en ce moment. Quand je relis ce que j'ai écrit là dans mon roman, je découvre des choses incroyables. Je n'avais pas du tout pensé. Oui, écoute, là c'est exactement comme ce moment que je décrivais tout à l'heure de tirer sensible. C'est-à-dire que c'est la résurgence de quelque chose qui va être ce fil continu, donc qui va renvoyer à des choses qui ont déjà... Ça se fait dans des moments extrêmement précis, où ça paraît être une évidence. Je ne le construis pas, mais ça s'impose vraiment à moi. Vraiment, ça s'impose. Et là, c'est du plaisir. Autant l'écriture, c'est parfois difficile, souvent difficile d'ailleurs, mais là, ce sont des grands moments de plaisir, de joie intense. Comme les oiseaux, j'ai envie de monter sur une branche et de chanter, parce que du coup, je découvre mon territoire. Et voilà, les choses se paraissent simples parce que je me dis, mais oui, c'est évident, donc c'est naturel que ça arrive et il faut l'écrire. Enfin, voilà, là, c'est la simplicité, quoi. Je vais juste faire remarquer une toute petite chose. Quand tu as dit tirer sensible, moi j'ai entendu tirer sensible, S-E-N, voilà. Je voulais juste dire ça. Voilà. Et je trouve que c'est approprié, c'est pas juste un jeu de mots, c'est tout à fait approprié à ce que tu étais en train de dire. Voilà. Bon, écoute, j'avais aussi envie qu'on parle, si vous voulez, un peu des personnages, parce que vous en avez dit quelques mots. Donc on a parlé de Sylvain, on a un peu parlé du grand-père, mais il y aurait tant et tant à dire sur ce grand-père Robert, qui est très peu présent finalement, c'est son souvenir. Il est là au début, mais il est très vite plus là. Et c'est son souvenir. Et alors, tu fais plein de références. La bataille du rail. Il y a plein de choses. Et puis, bon, qui comptent, quoi. Alors, je vais faire ma maline une seconde. Bon, ce fameux Chex dont j'ai parlé tout à l'heure, tu as donné ce nom au village où ils habitent. Et nous, alors le grand-père est syndicaliste, très ardent, vous avez compris. Et nous qui travaillons dans le livre, nous nous souvenons, ça date un peu, mais dans les années 80, Chex, c'était une imprimerie
en Saint-Ouen, si mes souvenirs sont bons. Et il y a eu une lutte syndicale à Saint-Ouen, mais qui a duré des années, des années. Il y avait des affiches partout en France, mais partout, partout. C'était une lutte extraordinaire. Et je me suis dit que c'était rigolo que tu aies choisi ce nom-là et ce grand-père-là, qui pouvait être un des... il était à la SNCF, c'est entendu. Il aurait pu être chez Chex, tout à fait. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, donc ce grand-père... Vas-y, pas. Ce grand-père, comment tu l'as rêvé, comment tu l'as pensé, comment tu l'as posé, et comment, tu nous le liras peut-être tout à l'heure, dès les premières pages, on s'inscrit dans une histoire sociale, politique, très, très, très claire. Écoute, au fur et à mesure que tu me poses des questions, tu touches des points sensibles, c'est assez étonnant. Et lui, ce grand-père-là, c'est le grand-père que je n'ai pas eu non plus. À l'évidence, voilà, il est dans l'exemplarité de ce qu'on peut imaginer pour un grand-père. Je vous lirai la première page du roman. Voilà, il a tout ce qu'on peut aimer. C'est une époque, c'est un combat, c'est un homme qui a de l'allure, quoi, il a de la tenue. Moi, Bon. Et à côté de lui, il y a une grand-mère qui s'appelle Suzette. Alors ça, pour une grand-mère qui fait des gâteaux, j'ai trouvé que quand même tu avais fait fort. Surtout que c'est la chandeleur, c'est demain, je crois, en plus. Voilà. À aucun moment, elle fait des crêpes. Elle ne fait pas de crêpes, c'est vrai. Elle fait un Paris-Brest, ce qui me paraît tout à fait opportun. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Oui, ça, je crois. Mais qui n'est pourtant pas un personnage secondaire, loin s'en faut. Elle a, tu l'as dit, Francine, une grande subtilité dans la compréhension de son petit-fils. Alors elle ose pas trop non plus mettre des mots, mais elle parle d'hypersensibilité et elle fait ce qu'elle peut. Et ce qu'elle peut, c'est des gâteaux. Parce que je suis gourmand. Parce que encore une fois, l'image archétypale de la grand-mère, elle fait des gâteaux. Enfin, pour moi. Et donc, voilà, le grand-père, lui, voilà, il est sur le chantier, elle lui prépare ses gamelles. Elle fait tout ce que, voilà. C'est aussi vraiment une génération, je crois, d'après-guerre. C'est très conventionnel, mais c'est juste. Ouais, heureusement, c'est juste. Donc, mais en tout cas, c'est effectivement l'archétype, quoi. Je crois que c'est tout simplement ce que j'ai voulu poser. Et qui travaille aussi peut-être en contrepoint de toute la fantaisie qui se développe par ailleurs dans le roman. On pose des bases très, très stables. Les 2 premières pages que je vous lirai, c'est du solide, quoi. C'est vraiment... je dis pas qu'il est au Parti communiste français, mais il pourrait l'être aussi. Enfin, oui, il pourrait, non il pourrait. Oui. Enfin, voilà. Je suppose. Je sais pas. Il me semble. Il me semble. Et après, il y a aussi la sœur de Charlie. Alors elle s'appelle Betty, donc il l'appelle la Bête, B-E-T. La Bête. Et elle a été maline, elle s'est barrée. Ah oui. Oui, à 16 ans, elle n'en pouvait plus, quoi. Avec des parents aussi odieux, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est de partir. Et donc, elle va aux États-Unis. Et la Bête grimpe sur le dos d'autres bêtes qui sont des taureaux endiablés ou des chevaux endiablés, parce qu'elle fait du rodéo. Oui. Donc c'est aussi une façon de quitter cet univers détestable qui c'est une autre façon de fuir, une autre façon de réagir à cette vie-là. Et puis ça fait rêver les 2 garçons. Et ça fait rêver les garçons aussi, tu as raison. Oui, puis faire du rodéo, c'est aussi une manière de vouloir, dompter ceux qui se frontent à nous. Ou alors, elle peut pas dompter ses parents parce que ça paraît impossible, et elle s'en va loin, 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 dompter des animaux un peu du rail aussi, oui. Quoi, un peu. Je sais pas trop, mais j'ai aussi vu ça. Et en même temps, elle est loin, mais elle lui envoie un attrape-rêve pour son anniversaire. Elle est donc quand même très présente. Elle sait qu'il a besoin de ça, de cet attrape-rêve
laisser passer des choses, en garder d'autres. Enfin, il y a toute une... Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais il y a tout... Oui, mais ça fait partie de ces accidents qui, tout à coup, dans l'univers des États-Unis et de cette culture, et des Indiens, donc, qui participent aussi, qui procèdent aussi de cette culture, bien qu'ils aient été sauvagement exterminés. Mais l'attrape-rêve, c'est un objet qui est un cercle avec des plumes et d'un petit filet, et qui a la vertu de séparer les bons rêves des mauvais. Donc c'était aussi une porte ouverte, enfin pour Charlie qui est beaucoup dans la partie un peu. Ouais, donc du coup, c'est un beau cadeau. Enfin, ça permet effectivement, comme tu le dis, de rapprocher la bête de son frère, enfin Betty de son frère, avec ce cadeau qui est assez symbolique, quoi. Enfin, Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental que j'ai oublié ? Françoise ne peut rien oublier le fondamental. Non, je ne pense pas. Non, mais surtout, il faut qu'ils aient envie de lire le livre, donc il ne faut pas tout dire. J'avais juste envie, pour faire écho à la phrase que j'ai soulignée tout à l'heure, là, avant de te donner la parole pour que, si tu veux, tu nous lises des petits bouts de ce livre. J'avais trouvé aussi tout à la fin cette phrase qui dit « La mémoire peut remonter l'oubli, comme le saumon remonte la rivière ». C'est très joli, et au-delà du côté joli, il y a quand même aussi un symbole très fort, et je trouve que... Surtout qui remonte pour se reproduire. Oui. Donc il y a une nouvelle naissance. Mais c'était un petit peu, enfin, c'est assez amusant qu'on arrive à ce point qui est la clôture, en définitive, de ce moment de rencontre, enfin, d'échange entre nous, et on reparle de mémoire. C'était le point de départ, pour moi, c'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire, effectivement, de cette amitié entre ces deux garçons, de la transmission avec le grand-père, je ne sais pas si tu ressens les mêmes choses, mais l'hypothèse d'écrire ne peut s'inscrire que dans l'hypothèse où ce qui se dit, en tout cas en ce qui me concerne, est proche de sentiments profonds ou d'une préoccupation profonde nous concernant. Enfin, me concernant, la question de la mémoire est là, elle a été fondamentale. Elle ressurgit effectivement à différents moments du roman, mais je peux dire que c'est ma maladie à moi, quoi. Enfin, c'est mon hypocondrie, disons. Je viens de la poésie, donc c'est sensiblement différent, parce que la poésie elle est dans la sensation d'abord, elle est dans l'accident là aussi, parce qu'on attend qu'elle vienne et on se plie à elle, même si on la travaille. Je crois que là, il y a quelque chose qui est reçu, et c'est comme ça que je la vis. Donc c'est très différent d'écrire un roman, d'ailleurs. C'est une expérience complètement autre. Alors toi, tu as l'expérience du théâtre en plus, et curieusement, dans le roman que j'ai écrit, il y a des dialogues comme ça, et je me suis demandé à un moment si je n'allais pas écrire des pièces de théâtre. Voilà. Donc, Belle fin on peut clore sur cette chose-là, peut-être. En tout cas, si tu veux, je peux. Enfin, tu vois, si vous avez un tout petit peu de temps à nous consacrer. Alors, j'ai fait un petit montage, et j'ai pensé aussi à toi par rapport à la poésie, parce qu'il y a un petit moment, il y a un poème, et il y a alors le début qui nomme les choses. Le chapitre s'appelle Les Martins. Il y avait le père, il y avait la mère, et il y avait leurs deux enfants, Charlie le cadet et sa sœur Betty, nés quelques années auparavant, par accident. Il y avait le grand-père Robert et sa femme Suzette, tous deux parents du père. C'était la famille Martin de Chaix, un petit village vendéen. Charlie était Charles pour l'état civil, mais dès sa naissance, Robert s'était exclamé « Qu'est-ce qu'il est beau, mon Charlie !» C'est tout le portrait de Suzette. Et Charles avait disparu au profit de Charlie, marquant à jamais le lien intime qui l'unissait à son grand-père. Conscient de la responsabilité qu'il avait à l'égard de Charles, qui allait porter toute sa vie le prénom Charlie, Robert s'occupait attentivement de l'éducation de son petit-fils. Dès que celui-ci sut parler,
C'est avec respect et amour qu'il parla de Robert, son grand-père. Un jour, au collège, il avait dû écrire sur ce qui le passionnait le plus au monde. Il n'avait pas eu à chercher longtemps dans sa mémoire fatiguée pour choisir Robert comme sujet, et en commençant, il avait écrit « Mon grand-père est cheminot. Mon grand-père n'a pas de voiture. Mon grand-père n'a eu toute sa vie que son métier, son boulot, sa paye. Mon grand-père n'a que sa famille, sa rue, son quartier et les copains du dépôt où il travaillait. Mon grand-père a quitté l'école à 12 ans et il dit souvent « Je ne suis pas éduqué ». Mon grand-père lit rarement le journal et n'écoute pas souvent la radio. Mon grand-père a fait la guerre, connu la défaite, la débâcle, la résistance, la libération. Tout ce que mon grand-père a connu en bien, il le doit à ses luttes, à sa volonté, à son engagement et à celui de ses copains. Mon grand-père me transmet l'art de résister en me racontant ses combats, les salaires, le temps de travail, les droits collectifs face au patron, la sécurité sociale, les congés payés, le comité d'entreprise. Son grand-père n'était pas immortel, mais Charlie ne le savait pas. La deuxième partie s'appelle la disparition. C'est le moment dont on a parlé. Et c'est juste la veille du jour de la remise du prix Cheyenne, celui où le train des nuages doit être terminé et présenté à la famille. Donc la scène s'est déroulée et le soir, Charlie était rentré chez lui. Il était épuisé, mais malgré tout, on pouvait voir dans son regard une énergie inattendue. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette scène suit le moment où il a été interrogé par le commissaire, après avoir disparu et avoir été retrouvé par la police. Donc on aurait dit qu'il était presque heureux. À peine installé dans sa chambre, il s'était allongé de tout son long sur son lit, le corps complètement relâché. Il allait s'endormir quand il entendit frapper à sa porte. C'était Sylvain, à peine reconnaissable. Il avait les traits tirés, le teint pâle. On aurait dit qu'il avait le visage recouvert de papier mâché. Ses cheveux étaient en bataille, mouillés, comme s'il sortait d'une machine à laver. C'est vrai, il pleuvait dehors, rien d'étonnant à ce qu'il ruisselle de partout. Le plus étrange, c'étaient ses yeux. Ils allaient de gauche à droite et de bas en haut. « Il cherche sûrement quelque chose », s'était dit Charlie. Peut-être voulait-il simplement comprendre ce qui s'était passé. Tout à coup, sans même avoir pris le temps d'ouvrir la bouche, Sylvain s'était mis à gesticuler comme l'aurait fait un boxeur maladroit, donnant des coups dans l'air, levant les bras, hochant la tête, s'ébrouant comme un vieux chien. Au bout du compte, tombé par terre, il avait fini par dire, essoufflé, « Charlie, s'il te plaît, raconte. » Charlie avait eu du mal à réagir devant ce spectacle étrange. Comme deux boxeurs rendus hagards par les coups qu'ils venaient de recevoir, ils étaient exténués. Au bout d'un moment, Charlie dit « Tu ne me croiras pas. » Entendant cela, Sylvain s'était arrêté net et dans un ultime effort, il avait répondu « Vas-y. » Je voulais récupérer le petit arbre. Celui qu'on a fabriqué pour le mettre devant la gare, oui. Et j'ai entendu quelqu'un parler Cheyenne. Quoi ? Sylvain n'en croyait pas ses oreilles et il avait écarquillé les yeux, incrédule. Cheyenne ? Oui, Cheyenne. Alors, je suis sorti pour voir qui parlait. Maintenant, je comprends, avait pensé Sylvain. Quand je suis allé le voir, il était sorti de la cabane. Qui parlait ? Celui qui m'attendait, de l'autre côté de la clairière, dans la partie sombre de la forêt. Qui ? Un chef,
sur son cheval, splendide, peut-être Dull Knife, je n'en suis pas sûr. Il m'a regardé dans les yeux, il est descendu de cheval et il s'est avancé vers moi. J'avais du mal à respirer. Quand il a retiré une plume de sa coiffe pour la poser sur ma tête, j'ai cru m'évanouir. Une plume sur ta tête ? Oui, une plume rouge, écorchée. Mais ça voulait dire que tu avais scalpé ton ennemi. Waouh ! Il ne te restait plus qu'à lui trancher la gorge. Il y eut un long silence avant que Charlie ait la force de continuer. Il pensait à ce que son grand-père lui avait dit un jour en se redressant « Je suis une vieille locomotive fatiguée, en quête d'une gare où me reposer. » Comme le faisait Robert, il se redressa pour dire à Sylvain. Et il a parlé, avec une grosse voix. « Mon peuple a combattu, ton grand-père a combattu. Aujourd'hui, tu vas combattre. Tranche la gorge à tes idées idiotes et commence immédiatement. Ensuite, tu pourras rejoindre les tiens. Tu as 3 jours pour retrouver ta mémoire. » Il est alors remonté sur son cheval et en partant, il a répété 3 fois « immédiatement ». Et d'un pas lent, il a quitté la prairie. Sylvain, assis par terre, hagard, au milieu de la chambre, émit un sifflement de stupéfaction comme celui d'une locomotive prête à partir, et il esquissa un sourire timide, comme pour s'excuser. Puis, Charlie lui avait à nouveau parlé. « Dans ma tête, Sylvain, il y a eu une grosse bagarre, bien plus grosse que toutes les bagarres avec la bête, et ça a duré 3 jours. Ensuite, la police est arrivée, ils m'ont trouvé par terre, sans connaissance. C'était pas un déraillement, Sylvain, c'était un truc Cheyenne qui repart à l'envers pour remonter vers sa source. »« Ça va maintenant ?» lui avait demandé Sylvain tout en tremblant. Charlie fixait son ami, les yeux pleins de reconnaissance. La voix fragile, avec une autorité inattendue, il lui avait dit « À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelleras plus le Kit, tu m'appelleras Charlie. » « Tu t'appelles Charlie. Ok, Charlie. Je t'appelle Charlie. Heureux de te retrouver. Je m'appelle Charlie. Pas de problème, le Kit. Tu t'appelles Charlie. » Et ils se regardèrent les yeux brillants. C'était fort comme le soleil au plus chaud de l'été. Même l'eau que Sylvain avait fait couler par terre avait séché. Sa peau avait retrouvé les couleurs et sur sa tête ses cheveux s'étaient redressés. Charlie était dressé sur son lit droit comme un i. « C'est le moment de partir », s'était dit Sylvain. Et sur la pointe des pieds, il était sorti comme une maman le fait quand elle quitte la chambre de son enfant convalescent pour le laisser dormir. La porte avait à peine grincé et Charlie fermait les yeux avant de s'endormir. Le lendemain, Sylvain s'était empressé de brancher le circuit devant tous les membres de la famille et la fête commença. Les Colombetti, invités eux aussi, avaient apporté du prosecco pour célébrer la réalisation des enfants et surtout le retour de Charlie. Le train fit son premier tour avec un magnifique tchou-tchou. Tous applaudirent. En rentrant chez eux, les parents, redevenus Martin sans le savoir, s'étaient jurés de ne plus se faire autant de mal avec leurs incessantes querelles qui n'en valaient vraiment pas la peine. Ils s'étaient dit ça les yeux dans les yeux, tous en sachant qu'ils ne tiendraient pas leurs promesses. Puis, ils s'étaient embrassés pour sceller cette décision historique bien qu'éphémère. Sylvain était parti avec une part de Paris-Brest que mes mères lui avaient emballée dans du papier aluminium. Rentré chez lui, il avait ouvert l'enveloppe pour lire le poème du Kit, dont le titre était « À mon frappeur de rêve ». Chaque soir, il crie. Ils ont peur. Ils crient dans le noir, les martinets. Un trou au cœur, je bouge. Un trou de verre dans l'univers, les yeux fermés. Les pattes trop courtes, les ailes trop longues,
Dans l'espace-temps, j'oublie. Un train arrive, un rêve passe. Dans le lointain, je me souviens. Quelqu'un veut poser des questions maintenant ou est-ce que vous préférez un temps de dédicace personnelle? Oui, une question. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour Henri. Moi j'ai plusieurs questions. Je voudrais savoir pourquoi écrire un roman pour les jeunes et à quel âge conseilles-tu de lire ton livre? Et qu'est-ce que j'avais encore à te dire? Comment tes premières lectrices et lecteurs ont-ils perçu ton livre? Voilà déjà. Merci pour tes réponses. Et je voulais demander à l'éditrice aussi pourquoi on parle de livres pour la jeunesse et à partir de quel âge? Qu'est-ce que ça veut dire, les livres pour la jeunesse? Parce qu'on peut lire très jeune un livre qui est du Zola, qui est du Balzac, voilà. Je vais commencer de répondre, Francine, avant que tu ne... Je vais faire une réponse de libraire, parce que j'ai été longtemps libraire. La Joie de lire est le premier éditeur, peut-être encore le seul, mais en tout cas le premier, à ma connaissance, qui a mis au dos de ses livres à partir d'eux. Et dessous, il y a écrit « Chaque lecteur est unique. Demandez donc conseil à votre libraire. » Oui, c'est une question, si on commence par cette question-là, cette question de l'âge, c'est la quadrature du cercle, parce que comme les enfants sont uniques, on ne sait pas du tout ce qui est bien pour eux ou pas, ça dépend de leur passé de lecteur, ça dépend de beaucoup de choses. Donc les parents, la plupart du temps, qui sont quand même les acheteurs, ou les grands-parents, etc., ils veulent des indications d'âge, quoi. Et moi, ça me dérange, parce que j'ai fini par m'y mettre quand même si on laisse la phrase. Au début, d'ailleurs, il n'y avait pas l'âge. Il y avait juste cette phrase. Et on a fait que me le reprocher en me disant « Mais si tu veux vendre des livres, il faut absolument que tu mettes ça. » Donc j'ai fini par me laisser faire, parce que c'est vrai que c'est un peu contre-productif de ne pas mettre des indications d'âge. Mais ce qui me fait souffrir, c'est qu'au fond, lorsqu'on met à partir de 7 ans, eh bien, celui qui en a 10 dit bon, ben, c'est trop petit pour moi. Et puis l'inverse est valable aussi. Donc on pourrait facilement manquer la cible. Donc les livres doivent être accompagnés souvent, mais il faut que les parents, au moins, ou ceux qui proposent des livres, lisent une 4e couverture ou lisent quelques pages pour voir si ça peut convenir à l'enfant. Moi, je pense qu'on peut, dans ce métier, enfin, quand je défends ma façon de faire, je dis que tout est possible. Nous, on peut tout dire à des enfants. Il y a des exceptions qui sont le prosélytisme ou la pornographie. Enfin, il y a des limites qu'on se met automatiques. Enfin, c'est pas très compliqué d'avoir ces limites-là. Autrement, tout est possible. Après, il faut juste voir comment l'enfant réagit. Parce que je me disais en t'écoutant, et même quand on voit qu'il y a des jeux, quand pas Sylvain, le Charlie parle, c'est un jeu presque d'adulte quand il décrit le grand-père. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'après, il faut que l'enfant, il apprenne ces différents registres. Il faut leur faire confiance. Et c'est ça qui est parfois compliqué, c'est qu'on aimerait les mettre sur des rails. C'est opportun, les mettre sur des rails pour qu'ils deviennent des bons petits-enfants bien sages et qui apprendront vite des choses et qui seront performants à l'école et qui gagneront beaucoup d'argent quand ils seront... Voilà, c'est ça. Donc on est quand même dans une société comme ça. Et donc pour lutter contre ça, c'est pas tout à fait simple parce que parce que j'essaye de faire, en tout cas dans mon métier, c'est de respecter la liberté des lecteurs, la liberté des enfants. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir quand ils lisent. C'est pour ça que vous demandez les réactions par rapport aux enfants. Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Si tu as l'occasion d'en rencontrer, tant mieux. C'est en faisant des visites de classe
qu'on peut voir ça. Et là, on a les réactions des lecteurs. Mais le fait d'aller chercher toujours ce qu'ils pensent, la lecture est un acte solitaire. Donc, il n'y a pas de raison que nous, adultes, nous intervenions dans ce qu'ils pensent. On peut très bien voir qu'ils ont du plaisir à le faire ou pas, mais il y a quand même tout un secret des individus qu'il faut respecter. Enfin, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans mon travail, même si après on peut un peu se planter commercialement parfois, parce que c'est pas, je dis pas que je méprise le commerce, pas du tout, mais là c'est pas mon objectif premier. D'ailleurs, il faut préciser que c'est grâce à Françoise que ce livre existe, parce que c'est elle qui me l'avait proposé en lecture. Et donc, je la remercie. Et là c'est que lorsque un manuscrit comme ça arrive, ben voilà, il y a tout de suite des choses qui se passent dans ma tête. Et ce sont des choses qui sont liées à ma façon de lire, d'abord. C'est en tant que lectrice que je choisis. Et après, je me dis, bon, est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que, voilà, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de défendre? Enfin, il y a toutes sortes de questions qui se font automatiquement. On passe pas des heures à parler de ça. Il y a ce premier élan qui a lieu ou pas. Après, il peut y avoir des demandes de modification de certaines choses liées simplement à la forme, souvent, il y a etc. Voilà, mais peut-être que j'en dis trop, je ne sais pas. Par rapport à votre question, je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Écoute, pour répondre à la première question, ça s'est fait sans volonté. Ça s'est fait puisque, de fait, j'avais écrit quelque chose qui était au-delà du théâtre. C'était déjà du roman. Enfin, il y avait les prémices de ce roman. Après, ça a été du travail, ça a été de la construction, ça a été un temps long. Mais ça, de fait, ça n'était déjà plus, ce que j'avais écrit ne répondait plus aux critères théâtre. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je prenais un plaisir immense à me dire que j'écrivais un roman sans savoir que... Alors là, je vais rejoindre Francine, mais alors complètement. Je n'écris jamais, y compris le théâtre, enfin les pièces de théâtre, jamais pour un public particulier. Jamais. Ça c'est une idée qui ne m'appartient pas, que je ne connais pas, que je ne reconnais pas. Et les vrais écrivains fonctionnent comme ça. Ouais. Je me souviens, Gris-Paris disait lui-même que c'est tout, les choses venaient, et puis après, une fois que c'était fait, on se dit, est-ce que c'est pour la jeunesse ou pas? Exactement. Voilà, c'est tout. Oui. Et est-ce que c'est pour la vieillesse? Parce qu'on en a des fois un peu marre aussi de... C'est ça. Il y a un créneau peut-être là en France, mais... On va lancer maintenant dans une maison. Oui, une collection pour les vieux. Oui. Il y a un marché. Non, mais il y a un marché. Et là, ce sont peut-être les petits-enfants qui disent « Dis, papy, tu veux pas lire ça? C'est super !» Non, ça renouvellerait les... Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, ça, c'est un peu... mais Francine le sait certainement mieux que moi, enfin, bien que l'expérience soit tout autre, mais avec le théâtre, par exemple, je n'avais de rencontre avec des jeunes que, un, quand la pièce était montée, deux, quand je faisais une intervention dans un collège ou dans un... Mais sinon, on ne sait pas qui sont les lecteurs. Enfin, voilà, c'est très mystérieux et c'est très secret, comme tu dis. Il nous arrive d'avoir des courriers de lecteurs, mais c'est rare. Ah oui, c'est rare. Avec le théâtre, j'ai jamais vécu ça. Non. C'est assez rare. Donc ce retour, ça reste mystérieux, mais j'aime assez que ce soit... Oui. Qu'on ne sache pas trop, après tout. On peut le savoir quand il y a des animations dans les écoles. Par contre, je pense que l'éditeur sait très bien, après, quand il fait ses comptes, qu'il a vendu tant de livres, donc on sait le nombre de gens qui ont lu. Ah oui, et puis en fait, c'est pas parce que c'est vendu que c'est lu. Hein. Ah, ça d'accord. Ça, d'accord. Je suis désolée. Mais... Ça, c'est... Oui, non, mais d'accord, pardon, là, je suis un peu égaré. Mais... Oui, et alors, par contre, avec le théâtre, ce qui était détestable, c'était les profs qui faisaient photocopie. Ah oui, mais ça, tu connais ça aussi. Bien sûr, je connais ça. Oui.
Puis parfois, ils le font avec une naïveté. Oui, mais J'ai eu un prof il n'y a pas longtemps qui est venu au bureau et qui me disait, mais alors, bon, vous savez, on va peut-être faire une lecture suivie avec ce texte, ah oui, très bien. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire pour avoir plusieurs livres je dis, on peut les acheter. Mais on ne peut pas les photocopier. Non, madame, ça ne se fait pas. Oui, non, mais c'est classique. Ah, pardon. L'ignorance, c'est parfois assez impressionnant. Oui, et puis surtout d'avoir passé un... Est-ce que tu recommandes de lire, est-ce que tu recommandes aux adultes de lire ce livre? Alors, vraiment, tout à fait. Je suppose. Plus ils seront nombreux, Francine et moi, on sera heureux. J'ai envie de le lire. Comment? Ah non, mais je pense qu'on... Ça ne peut pas vous faire de mal. Alors, voilà, non. c'est ça. Non, mais... Franchement, c'est un bouquin qui se lit pour un adulte. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à le lire. C'est ça. Ma femme aussi. Franchement, j'ai envie d'aller l'acheter, là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de livres pour enfants que je vous conseille de lire, voilà, qui sont des livres exceptionnels, vraiment, vraiment. Et pas tous, on voit très bien quand c'est un peu des trucs, mais vraiment les vrais livres, il y en a plein. Mais je fais de la lecture en école, donc voilà. Mais D'ailleurs, à ce sujet, vous les trouverez à l'entrée. Ils y sont, bien sûr, les livres de Henri. Et tu feras des dédicaces à qui t'en demandera, j'imagine. Absolument. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, là-bas, j'arrive. Oui, j'ai beaucoup aimé votre rythme d'écriture, qui caractérise le style. Alors, est-ce que ce rythme-là, c'est vous l'avez choisi volontairement par rapport à l'histoire, ou c'est quelque chose qui s'est imposé à vous, puisque c'est votre premier roman? Je veux dire, c'est jamais un hasard la façon dont on écrit. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un choix justement de faire des phrases relativement courtes, ou alors, je sais pas, quelle a été votre démarche au niveau du choix de l'écriture et de son rythme, et par rapport bien sûr à l'histoire que vous avez racontée? Pour répondre à votre question, je dirais que dans mon histoire, il y a deux pieds, deux jambes, le théâtre et la musique. Avant de m'engager dans celle du théâtre, j'avais pratiqué la musique. Et mon premier atelier de théâtre, la première chose que j'ai en tout cas expérimenté avec le théâtre, c'est un atelier qui s'appelait le corps rythmé. J'étais parti de l'idée que le mouvement du corps pouvait s'annoter comme on annote une partition de musique. Donc je connaissais le solfège et l'écriture musicale, et j'avais commencé à développer cette question-là. Pour moi, la musicalité est fondamentale dans l'écriture. Je n'ai pas ni à chercher, ni à composer, ni à choisir. C'est-à-dire que c'est une valeur essentielle. Alors, le théâtre m'a amené aussi cette pratique de la lecture à haute voix, que je n'ai pas pratiquée depuis fort longtemps, donc j'espère que j'étais audible en lisant. Mais... Plus que ça. Comment ? Plus que ça. Merci. Mais en tout état de cause, quand j'écris, y compris quand j'ai écrit ce texte, je l'ai lu et relu à haute voix des dizaines de fois. Et il fallait que ça sonne. Moi, j'ai toujours... le grand drame de ma vie, c'est de ne pas avoir été un rocker, quoi. Un musicien, non mais c'est vrai. Mais il n'est jamais trop tard pour bien Il n'est jamais trop tard, mais ça c'est... c'est en privé, on se racontera ça, mais... Non, mais... C'est vrai qu'être un musicien sur une scène... ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Oui, et donc la musique, ça fait partie de moi, de la musicalité. Et dans les textes de théâtre, il y avait, mon éditeur, qui est Pierre Banos, dans des éditions théâtrales, écrit ça aussi, cette question de la musicalité qui existe dans mon écriture, mais c'est une chose essentielle pour moi. Que ça swing, quoi, que ça sonne, que ça... Voilà, et... Merci beaucoup. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Henri. Merci Francis. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Henri Bernstein, auteur de Sortie de rail, paru aux éditions La Joie de lire, en présence de son éditrice Francine Boucher, enregistré à la librairie Ombre Blanche, samedi 1er février 2025. Henri Bernstein a publié de nombreux textes de théâtre, parmi lesquels
J'entends battre son cœur, Prince le Petit, Je m'appelle Aimé, aux éditions théâtrales. Réalisation et mise en onde, Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.